Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de Gros Plan. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Martial Tibus Zanou. Il est spécialiste en droit pénal. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité socio-politique, notamment les dernières décisions de la Cour africaine. Et sur ce plateau, je suis avec Arnaud Doumanhoun du site de l'information Le Portail. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, professeur. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci de m'inviter à Bénin Web TV, une chaîne prestigieuse et qui a une très grande audience. Merci beaucoup, professeur. C'est nous qui sommes honorés. Merci bien. Nous allons donc tout de suite aborder le sujet qui défraie l'actualité ces derniers jours, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande au Bénin d'abroger la révision de la Constitution intervenue en novembre 2019. Quelle est votre opinion sur la question? Alors, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est le bras judiciaire de l'Union africaine. Et il est à noter que les États africains tournent dos progressivement à cette Cour. Vous le savez très bien, le Rwanda et la Tanzanie ont jeté les éponges en 2016 et en 2019. Donc ça pose un véritable problème. La légitimité de la Cour, les décisions qui sont rendues par cette Cour, qui sont non exécutées. Alors même que lorsque les États ont ratifié ce traité, eh bien, c'est eux-mêmes qui l'ont acté en 1998 et en ont conclu que les décisions de cette Cour étaient contraignantes. Maintenant, le hic, les États sont très jaloux de leur souveraineté et n'entendent pas perturber l'ordre interne de leurs droits positifs. C'est le nœud gordien de toute cette décision. Ils étaient conscients de cela avant quand même de... Oui, bien évidemment. Il me plaît, permettez-moi de vous rapporter, de vous citer, je vais le citer in extenso, Fatsa Ouguergou, juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de 2000 à 2006. C'est un Algérien. Il a exercé les fonctions de vice-président de cette juridiction de 2012 à 2013. Je le cite. Sur le papier, les États africains adoptent un langage pro-droit de l'homme. Mais il existe un hiatus entre le discours et la pratique que l'on retrouve au niveau de l'exécution de ces décisions de la Cour, affirme-t-il. Comme tous les États, le discours à la pratique que l'on retrouve au niveau de l'exécution de ces décisions est toujours objet à friction. Et comme tous les États du monde, les pays africains n'aiment pas être stigmatisés par un organe de protection des droits de l'homme et ils restent relativement solidaires. Car ils sont tous dans la hantise de voir ce qui est arrivé à leurs voisins leur arriver. C'est valable pour la dimension pénale et internationale, de même que pour les droits de l'homme. Finalement, on peut dire qu'il y a une sorte d'hypocrisie au niveau des États africains, parce que sur le papier, ils se montrent pro-droits de l'homme, mais dans l'application, ce n'est pas ce qu'on voit. Oui, je vous le concède volontiers. Vous voyez, je l'ai cité de façon intégrale. C'est déplorable, c'est regrettable, mais comme je viens de le dire, quand je me replace dans le contexte de notre pays, il n'appartient pas à cette juridiction d'enjoindre à l'État de devoir abroger une loi constitutionnelle, qui est le socle fondateur de la République. Vous comprendrez bien qu'il sera très difficile pour les États, vous avez vu les différentes injonctions qui ont été faites, même à l'État ivoirien, mais qui n'ont pas été suivies. Donc moi, le vrai problème qui se pose aujourd'hui par rapport à cette Cour, ou bien les États
qui l'ont instituée doivent se revoir pour la réformer, ou sinon, à long terme, elle finira par ne plus exister, puisque les mêmes États qui ont institué cette institution ne parviennent pas à exécuter les décisions qui sont rendues par cette instance. Est-ce que vous avez, quand on prend les arguments avancés par la Cour, par rapport notamment à l'abrogation de la Constitution, on parle de la violation du principe de consensus, on parle également de la procédure d'urgence, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces arguments ne sont pas pertinents, notamment la question du consensus? Est-ce que ces arguments avancés par la Cour pour estimer donc qu'on a révisé maladroitement la Constitution béninoise, est-ce que ces arguments ne sont pas pertinents? La question du consensus ne se pose pas, de mon point de vue, puisque cela participe d'une jurisprudence. Cette question du consensus a été réglée par la Cour constitutionnelle. Donc, elle ne peut pas encore s'autosaisir pour revoir une disposition, une décision qui a déjà fait jurisprudence. Donc, c'est à bon droit que la Cour constitutionnelle n'a pas pris en compte cet argument. Mais la jurisprudence fait part... Il y a d'abord la jurisprudence, avant qu'on ne rende la décision. On tient compte de la jurisprudence en principe. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais c'est un principe de droit, on ne peut pas y revenir. On ne peut pas y revenir. Et sur la notion de la procédure d'urgence, c'est des mécanismes qui ont été institués par notre Constitution, et je pense que le constituant, la Cour constitutionnelle, estime qu'elle n'a pas à revenir sur une décision qui a été déjà actée, notamment par rapport à la révision de cette Constitution. Mais quand on laisse la décision de la Cour africaine, la manière dont la Constitution a été révisée, est-ce que vous l'approuvez, la procédure d'urgence? On a au Parlement 2 partis politiques qui sont tous du même mot. Est-ce que quand on laisse ces arguments de la Cour africaine, personnellement, est-ce que vous approuvez cette manière-là? Vous savez, ce sont des questions hautement sensibles et très politiques. À un moment donné, le gouvernement a estimé, vous savez, dans un premier temps, cela a été évoqué, mais ça n'a pas prospéré. Ensuite, le gouvernement est revenu à la charge et sur la base des éléments, des arguments que le gouvernement a pu mettre en évidence, a convaincu les différents acteurs, qu'ils soient du bord présidentiel, enfin du bord qu'ils soient de la mouvance, pour la révision de cette Constitution. Bon, pour moi, une fois que c'est acté, il n'y a pas l'objet d'un débat. Dans la foulée, la Cour a également demandé à l'État béninois d'abroger la loi d'amnistie votée donc à l'issue du dialogue politique. Vous qui êtes pénaliste, qu'est-ce que vous pensez donc de cette décision-là? Et quelles sont les implications si l'État béninois devrait respecter cette décision? Bon, alors, quand on prend connaissance de cette décision, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande... Voilà encore un problème de souveraineté. La loi a passé tous les filtres prévus par notre Constitution. Il a été voté, promulgué et publié au journal officiel. Alors, au nom de quoi cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples va demander à un État souverain de devoir abroger cette loi? S'il y a des amendements ou s'il y a des corrections à apporter, il appartient au gouvernement de saisir l'Assemblée nationale pour apporter les corrections nécessaires. Mais il ne revient pas à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'enjoindre à un État souverain de devoir revenir sur des lois qui ont suivi le filtre prévu par les mécanismes de notre Constitution, la Constitution qui est le socle fondateur d'une république. Les implications de cette décision-là, si l'État béninois décide, c'est vrai que ce n'est pas vraiment évident, mais si l'État décide d'abroger cette loi d'amnistie, quelles sont les conséquences? Écoutez, quand on lit le dispositif de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il m'a semblé comprendre que c'est sur les dommages collatéraux que la Cour demande à l'État de devoir revoir sa copie. Bon, l'État a estimé, le gouvernement a estimé
que les poursuites doivent être suspendues. Les personnes qui ont été arrêtées ont recouvré leur liberté. Donc sur le plan pénal, il y a l'extinction de l'action pénale. Maintenant, subsiste le côté de la réparation au plan des dommages et intérêts. Il me semble, c'est ce que la Cour est en train d'agiter. Il appartient à nos autorités d'en tenir compte pour une meilleure appropriation de toutes les facettes de cette décision dans une dynamique d'apaisement. Parce que vous voyez, lorsque on se réfère notamment sur la question de la Constitution, il y a des députés qui avaient modifié, qui ont fait une modification en tout temps à l'Assemblée, et la Cour a rejeté cette révision de la Constitution parce qu'ils avaient prolongé le mandat. Et la Cour avait avancé la question, par exemple, du consensus dont nous parlons. Mais si on laisse cela, si on permet aujourd'hui que des députés se retrouvent de tel ou tel bord pour modifier à tout moment, à tout vent, la Constitution en vase clos, est-ce que à long terme, cela ne va pas poser un problème? Il est vrai que nous avons été dans une situation exceptionnelle et il est à souhaiter que la Constitution ne fasse pas encore l'objet d'une nouvelle révision ou tel que vous l'avez évoqué. Je pense que les essentiels qui devraient faire l'objet d'une révision ont été pris en compte. Donc il est à souhaiter qu'on reste dans cette stabilité par rapport à la Constitution. Demain, si nous avons au Parlement, par exemple, rien que des opposants qui prennent le pouvoir et puis se réunissent au Parlement, et puis patati patata, on révise encore une fois la Constitution, parce que justement, on n'aurait pas tenu compte du principe essentiel du consensus pour réviser la loi. Je suis d'accord que la Constitution est une loi, mais est-ce que ça ne pose pas un antécédent grave par rapport à la stabilité que vous souhaitez? Oui, en termes d'antécédents, bon, je partage votre opinion. Mais vous savez, les politiques ont leur logique et les gouvernants ont leur logique qui échappe parfois aux méandres du droit. Donc, c'est à espérer que le droit soit véritablement pris en compte pour que, à chaque moment, à chaque gouvernance, on n'assiste pas à ce genre de situation qu'on peut évidemment déplorer. Et quand la Cour, quand on estime, parce que nous avons suivi le professeur Salami, qui parle de juridicité, parce qu'on parle on parle de la jurisprudence, vous l'évoquez tantôt, vous dites que c'est la Cour qui a érigé le principe du consensus. Donc on peut se passer donc de cette jurisprudence-là, alors qu'on sait que ce soit la jurisprudence ou la doctrine, tout cela intervient dans la prise de décision du juge constitutionnel. Est-ce que désormais, on peut tout le temps se passer de la jurisprudence? La jurisprudence est une source du droit. Et à partir de cet instant, je ne crois pas qu'il soit possible qu'on puisse en passer, notamment dans des situations qui ont déjà fait l'objet de contentieux et sur lesquelles la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Justement, si on devait tenir compte de la jurisprudence, est-ce que la Constitution telle qu'elle est révisée, validée par la même Cour, est-ce que c'est normal? Parce que justement, il y a eu une décision de la Cour elle-même qui dit que les députés ne devraient pas se réunir et réviser la Constitution de cette façon-là, parce qu'il faut forcément recourir au consensus. Aujourd'hui, les députés se sont réunis, ils ont révisé, et la Cour valide en ignorant la jurisprudence. C'est le problème qui se pose véritablement. Oui, au niveau de cette révision, je crois savoir qu'il y a eu le consensus. Mais les mêmes à l'Assemblée, ils se sont réunis un peu comme ils se sont réunis en temps, puisqu'ils étaient les mêmes, ils veulent prolonger leur mandat. Il y a eu consensus à l'interne, et puis bon, ils ont prolongé le mandat. Et la Cour a dit non, vous ne pouvez pas le faire. Aujourd'hui, ils se réunissent entre eux, ils sont pratiquement dans la même situation, et ils révisent la Constitution et la Cour valide. Et ça dit que le consensus se limite désormais aux partis qui se rassemblent au niveau de l'Assemblée nationale. Non, moi je ne partage pas ce point de vue, puisque la Cour constitutionnelle est composée d'éminents juristes. S'ils ont pu en arriver là, c'est que leur décision a été motivée et que les fondements de ces décisions se sont imposés en dépit de tout ce qu'on peut voir de l'extérieur, de toutes les critiques qu'on peut apporter. Est-ce que le droit n'est pas trop politisé? Est-ce qu'on ne peut pas... c'est pas trop subjectif aujourd'hui, de sorte qu'aujourd'hui...
quand ça arrange, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Est-ce que vous ne trouvez pas que... Je partage entièrement votre avis. Vous savez, que vous le veuillez ou non, le droit, à un moment donné, prendra toujours une ascendance sur le politique. C'est le paradigme de nos sociétés, c'est pas qu'au Bénin, on le voit partout ailleurs, mais c'est de pouvoir trouver le juste équilibre pour que les décisions juridiques ne s'empêtrent sur le sentier de la politique. La Cour africaine, en demandant à l'État béninois d'abroger la Constitution, elle voit, en vue de la présidentielle 2021, elle estime que la Constitution, en tout cas telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, peut constituer à écarter certaines personnes donc, de cette compétition électorale. Notamment, il y a la question du parrainage qui fait grincer les dents. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question-là? De la question du parrainage? Oui. Alors, pour ce qui est relatif au parrainage, le Code électoral a tranché la question. Et je crois savoir aussi que nous avions suivi le porte-parole du gouvernement qui a dit que ce parrainage, du moins, ne fera pas l'objet, la loi portant sur le parrainage, ces dispositions ne fera pas l'objet d'une modification quelconque avant les prochaines élections présidentielles. À partir de cet instant, il me semble que le gouvernement, sauf revirement spectaculaire, n'a pas l'intention de saisir l'Assemblée nationale pour réviser cette disposition. À partir de l'instant où c'est une loi qui a été votée, elle s'impose, promulguée et publiée au journal officiel, elle s'impose à tous les acteurs. Malgré les dangers qui s'annoncent. Il est évident, c'est vrai, l'opposition critique, la société civile aussi tire la sonnette d'alarme. Moi, je pense que ce qui est à faire aujourd'hui, les différents potentiels candidats aux élections présidentielles doivent affiner leur stratégie et envisager la possibilité éventuelle, en dépit de tout, d'aller aux élections pour contourner cette disposition. Puisque, en fait, le parrainage relève de la responsabilité des partis politiques, des différents partis politiques, de la mouvance, et de la responsabilité individuelle de chaque élu. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut quand même pas comprendre, même si cette question fait l'objet de diatribes et de controverses, chaque élu a quand même des affinités avec les députés, les maires qui sont de la mouvance présidentielle, qui sont dans les deux grands rassemblants. Donc il est à souhaiter qu'à un moment donné, lorsqu'ils vont réussir à convaincre ces élus de la pertinence de leur projet et dans la dynamique actuelle, ce qu'ils peuvent apporter pour contrebalancer tout ce qui a été fait jusque-là, il me semble que à ce moment, ils vont quand même convaincre ces députés ou ces maires pour obtenir le parrainage. Moi, je ne pense pas que ça soit impossible. Au lieu de se focaliser tout le temps, il faut chercher les mécanismes, faire un travail souterrain et voir ceux des députés qui seront convaincus à leur projet de société et pourraient leur apporter leur caution en vue de ce parrainage. Moi, c'est sous cet angle que moi je vois. Vous trouvez que c'est normal que des candidats de l'opposition aillent convaincre des élus de la mouvance sur un projet de gouvernance contraire à leur vision? Est-ce que dans les faits, c'est possible? Vous savez, en politique, rien n'est gagné à l'avance. En politique, rien n'est gagné à l'avance. Tout est possible. Donc, comme le disent les Anglais, wait and see. On attend de voir. On a attendu, on a vu, dans le cas des élections législatives, qui n'ont pas été, en 2019, qui n'ont pas été des élections inclusives, on a vu les conséquences. On a vu que cela a dégénéré après, passé à des mouvements, des soulèvements, et cela a conduit quand même à de tristes événements. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas de tomber dans les mêmes travers? Écoutez, nous n'allons pas être pessimistes. Je pense que le gouvernement a pris la mesure de toute cette controverse et de tout le malaise que cette question de parrainage pose aujourd'hui. J'ose espérer que, en dépit de ce qui a été dit
à savoir qu'il n'y aura pas une révision de cette disposition, que les différents acteurs réussiront à trouver le consensus. Je pense que le président de la République aussi s'y est engagé. Donc, il a dit que les élections, les prochaines élections seront... Est-ce que c'est facile de réveiller un chat qui ne dort pas? Un mouvancier pur et dur, vous allez le convaincre? Est-ce que c'est facile de réveiller un chat qui ne dort pas? Vous savez, en dehors de ce que l'iceberg vous présente, ça nous sommes dans le débat même de la politique. Vous êtes aussi un acteur politique. Est-ce que c'est parce que vous êtes aussi un acteur politique que vous prêchez pour votre paroisse Non, pas du tout. Ici, moi, je vous parle en tant que technicien du droit. D'accord? Je vous parle en tant que technicien du droit. Mais comme je vous le dis, en matière de politique, ce que le visage, l'iceberg que vous présentez, il n'est pas évident que ça soit la même chose. Donc d'ici là, on ne sait pas. On attend un miracle. Ce que chaque député ou chaque maire va décider en son temps, en raison des personnes qui les approchent et en raison de l'argumentaire à les convaincre, à les persuader, ils vont prendre leurs décisions en toute conscience et en toute liberté. C'est une question de responsabilité individuelle. Parlant du droit, évidemment, est-ce que cette forme de parrainage, aujourd'hui, on oublie 2021, est-ce que cette forme de parrainage adoptée, est-ce qu'on peut la réviser? Que ce soit juste les élus, est-ce qu'on ne peut pas aller vers le parrainage citoyen comme le souhaitent certains? Quelle est votre opinion sur la question? Bon, écoutez, il faut dire que le parrainage n'est pas l'apanade du Bénin. On l'a vu dans toutes les grandes démocraties. Et vous avez vu dans certains pays, ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas été forcément de la mouvance présidentielle du gouvernement, mais ils ont obtenu le nombre de signatures, le nombre de parrainages pour aller aux élections. Alors, c'est une expérimentation. Donc, on va voir ce que ça veut donner. Et d'ici là, si on estime que ça n'a pas bien fonctionné ou que ça a créé beaucoup plus de problèmes qu'on a pensé en résoudre, à ce moment-là, on prendra la mesure des choses et on pourrait peut-être éventuellement aller à une révision ou à un aménagement de cette disposition. Le parrainage n'est pas l'apanage du Bénin, mais il y a diverses façons de l'appliquer. Donc, est-ce que ceux qui proposent aujourd'hui un parrainage citoyen, au lieu de mettre le dictat, de garder le dictat des élus, si vous devez choisir en tant que technicien entre le parrainage citoyen, on dit peut-être qu'il faut 1000 signatures de Benoît Landa, ou le parrainage des élus, quelle est la meilleure option? Alors, si je comprends bien de votre explication, le parrainage citoyen consiste à obtenir le parrainage d'un certain nombre de citoyens. Sûrement, il y aura un quantum qui sera fixé. Ce ne sera pas ouvert. C'est aussi une approche. Elle me semble aussi judicieuse, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Alors, il y a également la question, la réforme du système partisan. L'argument, on a dit qu'il y a trop de partis politiques, qu'il faut essayer donc de réduire le nombre de partis politiques, d'assainir donc le milieu. Après, on a vu le résultat. Aujourd'hui, nous en sommes à une dizaine de partis politiques qui ont pu donc respecter les nouvelles normes. Est-ce qu'à l'avenir, cette réforme peut vivre à l'avenir? Je peux vous dire de façon claire que cette réforme partisane, elle était nécessaire pour notre environnement politique. C'est vrai, aujourd'hui, on a des grands ensembles, on a des partis qui ont réussi à se conformer à cette exigence légale. Bon, c'est à déplorer. Ceux qui n'ont pas pu le faire en son temps, c'est aussi le jeu de la démocratie. À partir de l'instant où on se donne des lois, quelles que soient les divergences et quelles que soient les oppositions et les mécontentements, il faut toujours faire l'effort de rester dans ce que prévoit la réglementation. Donc, mais curieusement, seuls les partis du chef de l'État ont pu rester dans la réglementation. Les seuls à l'Assemblée, les seuls à détenir 71 communes sur 117. Est-ce que finalement, on n'a pas mis en œuvre une réforme qui n'a profité qu'aux siens? Vous savez, les différents blocs qui se sont constitués, c'était des entités, des partis qui avaient leur autonomie propre.
et qui ont perçu la nécessité de la réforme partisane et qui se sont mis ensemble. Alors, les autres partis qui ont décidé de rester en retrait. Certains ont déposé leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils ont essuyé un échec. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, les démocrates qui se constituent toujours en difficulté. Est-ce que c'est curieux tout de même, non, pour ça? Non, moi je pense que les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Je suis très optimiste. Et contrairement à ce qu'on a pu déplorer lors des élections législatives et communales, je pense que cette fois-ci, tous les acteurs prendront la mesure des choses pour donner la vitalité de notre démocratie et de ce Bénin qui surprend toujours, malgré les situations les plus conflictuelles et les plus dramatiques. Quand on pense qu'on est au bord du gouffre, le Bénin réussit toujours à se relever et à montrer son unicité, son union face au monde. Moi, je suis très optimiste. Lorsqu'on analyse les fondements de cette réforme-là, est-ce qu'on peut être sûr que dans 2 ans, dans 3 ans, qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire avoir 200 ou 300 partis politiques? Non, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en place au niveau de cette réforme partisane, au niveau du financement des partis politiques, tous les partis politiques, les acteurs de la vie politique comprennent aujourd'hui que seul un regroupement en grandes entités vaille la peine. J'espère que, et vous avez vu, les démocrates aussi, ils ont réussi à accorder leur violon, à se mettre ensemble pour aller vers ce regroupement. Une fois qu'ils auront leur récépissé, le problème sera résolu. Donc je ne pense pas que dans quelques années, quelles que soient les turbulences, qu'on revienne encore aux micro-partis qui en réalité étaient des partis intuitu personae en raison de la considération de tel ou tel leader. Aujourd'hui, les partis doivent avoir une envergure nationale. Et c'est ça qui constitue même le baromètre d'un parti et de sa vitalité politique. Un parti qui a une envergure nationale peut rafler les électeurs, peut rafler, avoir des voix sur toute l'étendue du territoire national sans être une entité close appartenant à telle cité, appartenant à telle ère culturelle, etc. Vous savez que s'il n'y a pas une véritable compétition, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que nous avons des partis d'envergure nationale alors qu'on n'a pas eu véritablement de belles compétitions? Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire? Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les partis qui se sont formés au niveau des blocs et tous les partis qui sont en train qui se sont fusionnés dans les démocrates, ce sont des entités autonomes. Ils étaient des entités autonomes. Vous avez aussi le PRD. Tous ces partis-là, aujourd'hui, ont une certaine envergure. Vous avez eu le parti de Mme Prudencio. Voilà, tous ces partis-là, aujourd'hui, participent à l'animation de la vie politique. Beaucoup de réformes ces dernières années, notamment dans le secteur judiciaire, ce qui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est la question de la réforme au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. On a ouvert le Conseil supérieur de la magistrature à des gens qui ne sont pas des praticiens. Quelle lecture faites-vous de cette réforme-là? C'est vrai, j'ai pris connaissance de cette réforme qui a été vivement critiquée par les magistrats, les professionnels judiciaires, le problème aujourd'hui, c'est que cette structure-là, le Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu une ouverture, on a permis à des politiques d'entrer au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est là que le bas blesse, et c'est toute la difficulté, puisqu'en réalité, les magistrats auraient souhaité que ça soit à grande majorité des magistrats qui connaissent leur profession, qui connaissent les réalités de leur profession et qui puissent en décider sans émission des politiques. Mais à partir de l'instant où le gouvernement en a décidé ainsi, la réforme a pu prospérer et les choses en sont là. Les magistrats sont, justement, est-ce qu'avec ça, on peut dire qu'il y a toujours une indépendance judiciaire, étant donné que les magistrats dans l'organe suprême sont en infériorité? Est-ce qu'on peut se dormir sur sa laurier et dire, bon, voilà, le gouvernement en a décidé, et puis bon, la justice est toujours indépendante dans ce contexte? Non, je pense qu'on ne va pas se focaliser à la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour renier. Non, c'est une instance décisionnelle.
C'est une instance décisionnelle. Quand on connaît son fonctionnement, je ne pense pas que le Conseil supérieur de la magistrature puisse donner des instructions aux juges du parquet ou aux magistrats du siège pour aller dans telle ou telle décision que ça soit. Je ne pense pas. Les magistrats restent toujours indépendants dans leur juridiction, dans les tribunaux. C'est une instance qui régule en réalité le fonctionnement, la carrière des magistrats, et je ne pense pas... Est-ce que du jour au lendemain, on ne peut pas se retrouver sous le coup d'une sanction au niveau devant cet organe-là facilement, puisque c'est contrôlé par les politiques aujourd'hui? Oui, bon, c'est vrai. Le nombre de magistrats, est-ce que le nombre de magistrats que compose aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il y a une décision où ils doivent défendre leurs confrères, ils ont la possibilité. Bon, je ne connais pas quel est le mécanisme. Est-ce que cela se fait par vote lorsqu'on doit prendre une décision? Il faut aller lire le règlement intérieur. Donc je pense qu'il y a quand même des mécanismes qui auront, puisque les politiques ne sont pas des magistrats. Donc, quelles que soient les décisions qu'ils auront à prendre, à un moment donné, ils vont se référer à la sagesse de ces magistrats-là pour trancher. Je ne pense pas que le Conseil supérieur de la magistrature prenne une décision en méconnaissance même des fondamentaux de la justice. L'autre réforme qui a fait des mécontents, surtout au sein donc, des hommes du droit, c'est la création de la CRIET, qui, enfin, a-t-on dit, est là pour lutter de façon correcte, donc par rapport aux questions de la corruption, de la malgouvernance et tout. Aujourd'hui, il y a eu des aménagements qui ont été donc effectués au niveau donc de cette cour-là. Alors, en tant que praticien du droit, est-ce que la CRIET, au vu des décisions qu'elle a rendues jusque-là, est-ce qu'on peut continuer à dire que c'est une cour politique? Monsieur le journaliste, vous avez fait une synthèse remarquable. Et votre question, elle est pertinente. Et je n'aurai plus grand-chose à vous dire par rapport à votre questionnement. Et c'est ce qui explique le fait que le droit évolue. Le gouvernement a décidé de faire des réformes. Donc, on ne peut pas procéder à des réformes sans innovation. Et comme vous l'aviez dit, au départ, la critique qui a été faite à la CRIET, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas le principe du double degré de juridiction. Donc, le gouvernement est resté à l'écoute, a compris que c'était une atteinte fondamentale au droit de la défense et au droit pour tout citoyen de bénéficier du double degré de juridiction. Et vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans votre argumentaire. Cela a été fait. Moi, je crois qu'au regard du fonctionnement de cette institution aujourd'hui, il y a un très grand progrès. Aujourd'hui, les gens font très attention parce qu'on sait que lorsque vous tombez sous le coup de la loi et en fonction de l'infraction que vous auriez commise, quand vous vous retrouvez devant la CRIET, la sanction, elle est sévère. Donc, dans la mentalité, dans le commun des Béninois, cette juridiction est venue apporter une solution à un pan des infractions qui étaient connues par les juridictions de droit commun, les juridictions ordinaires, mais qui aujourd'hui a pris une autre envergure. Et vous voyez, toutes les décisions qui sont rendues, par exemple, en ce qui concerne la cybercriminalité. Hein? Vous en avez au moins 3, 4, 5, presque tout. Lorsque la CRIET se réunit, lorsque la juridiction siège, il y a toujours des décisions qui sont rendues au niveau de la corruption, au niveau du détournement. Donc moi, je pense que c'est une juridiction qui est venue résoudre un problème infractionnel et aujourd'hui, tout le monde fait très attention. Moi, je pense que cette réforme-là, par rapport à l'institution de la CRIET, est une réforme bénéfique. Et elle est d'autant plus bénéfique aujourd'hui, puisque, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a le principe de double de juridiction. Je pense que de ce point de vue, elle me paraît satisfaisante. Pourtant, c'est vrai, ce qui a entaché beaucoup plus dans le démarrage des activités de la CRIET, c'est surtout les dossiers politiques qui ont été évacués avec des sentences assez lourdes. Est-ce qu'aujourd'hui, si on doit revenir un peu plus en arrière, est-ce qu'il n'y a pas des regrets à avoir par rapport à la mise en place de cette juridiction?
Regret en quel thème? Par rapport aux décisions qui ont été rendues. Je pense que tous les dossiers qui ont été connus par la CRIET relèvent de son champ de compétences. Donc c'est parce que la CRIET était compétente pour connaître de ces dossiers que ces dossiers ont été affectés devant elle. Oui, et à partir de l'instant où ces décisions... Par exemple, certains cas, notamment pas le cas de l'homme d'affaires, Sébastien Diavon, qui a été condamné. Mais est-ce qu'avant, par exemple, quand le candidat Parti Salon n'était pas au pays, il a été représenté par ses avocats, et ici, dans le cas d'espèce, la CRIET refuse que des gens se représentent par leurs avocats. Est-ce que vous êtes praticien? Pourquoi aujourd'hui il y a une telle situation? Les avocats, vous avez dit que... On tient à voir l'accusé. On dit qu'il faut forcément une présence physique de mise en cause de l'accusé, alors que l'accusé veut se faire représenter. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à le faire? Bon, là nous allons dans des questions, nous allons dans les méandres de la procédure. Et en fonction de l'infraction qui est reprochée, nous ne sommes pas en matière civile, nous sommes en matière pénale. Donc vous comprenez qu'il sera très difficile pour une juridiction qui statue sur des questions d'ordre pénal, sur des faits qui ont été reprochés à une personne dont on dit que les éléments de l'infraction sont réunis à son égard. Il me semble difficile pour une juridiction pénale d'accepter une représentation de la personne mise en cause. Mais durant la juridiction ordinaire, au niveau de la première instance, au tribunal, est-ce que la chose n'est pas possible? Si ça ne se fait pas de cette façon-là, pourquoi devant la CRIET, ce n'est pas possible? Ou c'est de façon générale, en matière pénale, on ne peut pas se faire représenter? Oui, je vous dis que quand nous sommes en pénal, dès lors que c'est une infraction pénale, qui nécessite que la personne qui a été mise en cause fasse valoir ses moyens de défense, s'explique et réponde au questionnement de la Cour, il me semble difficile que cette personne se fasse représenter. L'avocat, ce n'est pas celui qui a commis l'infraction. L'avocat constitue le bras fort de la personne mise en cause pour le défendre devant les juridictions. Mais l'avocat ne peut pas répondre des faits qui sont reprochés à quelqu'un qui a commis une infraction pénale. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir ces derniers temps par rapport au procès qui a mis en cause le président Nicolas Sarkozy avec le haut magistrat de la Cour de cassation, qui à un moment donné avait des difficultés de santé pour se présenter à l'audience. L'audience a été suspendue, une expertise médicale a été ordonnée et la Cour a estimé qu'il devrait se présenter pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Les avocats la Cour aurait pu dire non, à partir de l'instant où il a été déclaré, on a constaté que son état physiologique ne lui permettait pas de se présenter à l'audience, eh bien on continue les débats. Donc vous avez vu, c'est comme ça que cela fonctionne. Quand ce sont des affaires civiles, lorsque nous sommes purement en matière civile, où on doit statuer sur les dommages et intérêts, où on doit statuer sur le préjudice que la personne a subi, et qu'elle se prévaut d'indemnisation, alors là, les avocats peuvent le représenter, puisque là, nous sommes en matière civile. Mais au plan pénal, il me semble difficile qu'une juridiction pénale constituée puisse accepter qu'on puisse représenter une personne mise en cause. Au niveau également des cours d'assises, il y a eu une réforme où désormais on a les crimes de sang, on a créé la section criminelle au sein des tribunaux. Mais la question qui s'est posée, qui a fait débat, c'est le retrait des jurés du jury qui s'installe. Est-ce qu'avant, on avait, au niveau des cours d'assises, on avait des jurys, des regards externes pour que ce ne soit pas juste du juridisme, que ce ne soit pas du droit pour du droit. Et donc, aujourd'hui, ces personnes sont retirées dès lors qu'on a institué des sessions criminelles au niveau des tribunaux. Est-ce que le retrait de ces jurés ne va pas avoir une autre conséquence sur le rendu en matière décisionnelle au niveau de ces sessions criminelles? Bon, vous savez, le fonctionnement des jurés, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont un profil juridique, mais c'est des personnes qui ont été choisies en raison de leur probité, en raison de leur pratique et en raison de leur loyauté. Et pour autant, lorsque les magistrats se retirent pour décider, la décision, c'est vrai, c'est collégial. Les magistrats vont demander aux jurés, on procède généralement par vote, mais pour autant,
cette réforme, nous sommes dans la dynamique des réformes. Pourquoi on n'a pas voulu garder les jurés, tel que vous l'aviez dit? Je pense qu'une réforme, quand elle est mise en place, on se réfère toujours à ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné. Parce que leur présence était inutile. Non, on ne peut pas dire que leur présence était inutile, puisque les jurés, en fonction de leur connaissance de l'affaire et en fonction de l'opinion, de la conviction personnelle qu'ils se sont faites sur leur dossier, ils apportaient quand même une certaine atténuation par rapport à la rigueur ou à la sanction que le droit prévoit et réussissait parfois à emporter l'intime conviction des juges pour amoindrir les sanctions. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais pour autant, les juges prendront toujours les décisions qui s'imposent, quelles que soient les infractions. Vous savez, il y a l'excuse de provocation, il y a les circonstances atténuantes, et les juges, les magistrats, lorsqu'ils sont saisis des dossiers, apprécient de façon concrète en fonction du contexte et de l'affaire qui leur est présenté. Et c'est pour ça, vous voyez, parfois, il arrive que les juridictions prononcent des relaxes au bénéfice du doute. Donc, pour autant, l'absence des jurés aujourd'hui dans les formations des cours d'assises ne constitue pas un handicap majeur dans la prise de décision des magistrats. Au niveau de la criette, il n'y a pas que la corruption qui est étudiée là-bas, enfin, il n'y a pas que des dossiers de la corruption qui sont examinés. On a aussi les faits qui relèvent de la cybercriminalité et autres. Et quand on voit un peu les décisions de la criette, on voit que cette cour a quand même la main très lourde au niveau donc des sanctions. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Est-ce qu'on vend la peur aux yeux donc des lois, aux yeux donc du code pénal? Est-ce que les décisions que la criette rend, la sentence, parfois c'est tellement lourd, on se demande quelle est la philosophie derrière? Est-ce qu'on vend la peur ou cela relève véritablement donc de ce que prévoient les textes? Vous savez, la criette ne rend pas des décisions selon son humeur. Toutes les décisions qui sont rendues par rapport aux différentes infractions sont contenues dans le code pénal. D'accord? Et la criette n'a pas un corpus juridique, n'a pas un code autre que celui qu'on applique devant toutes les juridictions. On a dit la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Son champ d'application est encadré par une loi. Les décisions qu'elle rend en fonction des affaires qui lui sont présentées sont rendues conformément au droit pénal. C'est vrai qu'il peut arriver en fonction du contexte de l'infraction. Quand vous lisez par exemple certaines décisions relatives à la cybercriminalité, c'est effarant de savoir que des jeunes ou des délinquants puissent en arriver à ces extrêmes. Et à partir de cet instant, lorsqu'on se réfère aux dispositions contenues dans le code pénal et aux différents textes qui prévoient les sanctions, il est tout à fait normal que la criette puisse placer la barre très haute pour décourager ces différents agissements et ces délinquants. Oui, on s'est précipité dans la mise en place de la criette, mais on n'a pas remarqué cette même dynamique-là dès lors qu'il s'est agi de l'installation, par exemple, de l'autre juridiction de la Cour des comptes. Pourquoi, depuis plus d'1 an, on tarde à installer la Cour des comptes, alors que quand il s'est agi de la criette, il y avait des dossiers politiques en instance, ça a été très vite. Monsieur les journalistes, vous posez des questions très subtiles qui nécessitent qu'on puisse vous apporter des réponses de techniciens sans basculer dans des dérives politiques, dans des analyses politiques. La Cour des comptes dont vous parlez, je crois que le processus, le mécanisme est en cours. Depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 an. On dit qu'on n'a pas des magistrats, des auditeurs, alors qu'il y avait quand même, au niveau de la Cour suprême, il y avait des juges quand même qui rendaient des décisions. Oui, bon, alors... on n'arrive pas à installer... Cette Cour, dans la dynamique, dans l'entendement du gouvernement, cela participe de la réforme et d'une uniformisation par rapport à notre espace, à l'espace UEMOA. Donc je pense que, j'espère que d'ici là, ça va se mettre en place.
ça se mettra en place. Qu'est-ce que cette Cour peut apporter par rapport, c'est-à-dire en matière de fonctionnement, par rapport au travail qui se faisait déjà par la Chambre des comptes au niveau de la Cour suprême? Quelle différence Non, on ne parlerait pas en termes de différence, mais forcément, il y aura toujours une plus-value. Hein, lorsque cette cour-là sera, si on tient à ce que cette cour sera instituée, c'est que les modes de fonctionnement, les mécanismes de gestion connaîtront certainement une évolution, contrairement à ce que c'est aujourd'hui. Ils ont dû faire l'état des questions, quels sont les goulots d'étranglement, qu'est-ce qui ne permettent pas le bon fonctionnement de cette cour au jour d'aujourd'hui. Et je pense que dans la dynamique des réformes, forcément, si on va vers la réforme de la Cour des comptes, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose de novateur. Est-ce qu'il y avait une urgence, étant donné déjà que le travail se faisait par des juges? Est-ce qu'il y avait une urgence à installer une Cour des comptes quand on sait qu'on avait déjà la Chambre des comptes au niveau de... Non, moi je ne pense pas que le gouvernement ne parle pas en termes d'urgence. Hein. C'est en termes d'harmonisation de cette cour, puisqu'il y a quand même beaucoup de pays qui disposent de cette cour. Donc le gouvernement veut s'inscrire dans une dynamique qui intègre les réformes pour donner toujours une image. Ça ne faisait pas des éléments fondamentaux qui ont permis de réviser la Constitution. C'est pour ça que je vous parle d'urgence. C'est s'il y avait véritablement matière à réviser, par exemple, la Constitution pour l'installation pour l'institution de la Cour des comptes. Vous savez, la révision de la Constitution doit être disjointe de la Cour des comptes, puisque la Cour des comptes, vous connaissez sa compétence. Elle a d'autres compétences. Je pense que ça va conforter. Le gouvernement a estimé que c'était beaucoup plus prioritaire d'aller vers la révision de la Constitution que d'accélérer le processus de la révision de la Cour des comptes, qui en réalité constituerait un appui par rapport aux réformes qui auront été mises en place au niveau constitutionnel. La question des droits de l'homme sous le régime du président Patrice Talon, de 2016 à 2020, qu'est-ce que vous retenez? Parce qu'on a vu beaucoup de rapports qui dénoncent une certaine violation de ces droits-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cet aspect de la gestion donc, du président Patrice Talon? Moi, je n'ai pas eu connaissance du contenu de ce rapport, à part ce que j'ai pu lire un peu sur la question. Je crois que la commission... Le Bénin qui a été retiré des pays sûrs par le FRA, l'Amnesty International qui a dénoncé beaucoup plus des exactions. Vous avez quand même suivi cette actualité, notamment le retrait du Bénin de la liste des pays d'origine sûre. Oui, j'ai suivi comme vous cette actualité, mais sur quelle base cela a été fait? Est-ce qu'ils avaient des indices? Certainement qu'ils ont eu certains éléments d'appréciation. Mais vous savez, la question des droits de l'homme, on en rencontre dans toutes les cités, c'est vrai, dans tous les pays. Sauf que dans une certaine mesure, c'est beaucoup plus récurrent, beaucoup plus flagrant dans d'autres pays que sous certains cieux. Donc moi, je n'ai pas lu ce rapport et je ne peux pas le commenter. Oui, mais personnellement... Est-ce que vous avez certainement observé, vous avez certainement observé des faits qui peuvent vous permettre de dire oui, la restriction au minimum du droit de grève, la suppression, l'interdiction des marches et de plusieurs manifestations publiques. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que véritablement les libertés, selon vous, quel est l'état de liberté au cours de ces 4 dernières années? Je vais faire mon analyse sous 2 pans. Vous voyez, lorsqu'on pose la question de la violation des droits de l'homme, et par rapport subséquemment aux exemples que vous avez évoqués, il ne faudrait pas se focaliser de façon stricte vers ce qui est négatif. Il faut voir aussi l'aspect positif. Hein. La liberté doit être, même si elle a valeur constitutionnelle, il appartient à l'État, il appartient au gouvernement, il appartient à l'Assemblée nationale de réguler cette liberté. Donc c'est dans le sens de la régulation de cette liberté que ces différents aménagements ont été apportés. Donc, c'est vrai, on peut penser que c'est une restriction des libertés, mais aujourd'hui, vous avez vu, hein, l'atmosphère a été tout de même apaisée. Les grèves à répétition auxquelles on assistait dans le secteur éducatif, dans le secteur de la santé, eh bien, ça a été sensiblement réduit. Donc, je ne pense pas que le gouvernement avait comme option, hein, le gouvernement a l'obligation, l'État a l'obligation d'assurer
la continuité du service public et des services qui sont octroyés aux citoyens. Donc cet équilibre-là est difficile à réaliser, j'en conviens, mais à un moment donné, il faut y passer pour réguler le bon fonctionnement de... c'est vrai, on ne peut pas dire le droit n'a pas été retiré, n'a pas été systématiquement retiré. Mais il est une portion c'est insignifiant. On ne peut plus aujourd'hui s'exprimer, notamment par rapport aux travailleurs, user du droit de grève comme... Oui, mais même si cela paraît insignifiant, il y a quand même des creusets, il y a toujours un dialogue social, il y a des instances qui représentent les syndicats des travailleurs, et lorsqu'il y a des situations, il y a des problèmes qui touchent véritablement au fonctionnement ou aux difficultés du secteur ou par rapport aux libertés syndicales, eh bien le dialogue social est quand même est toujours à l'aune de l'actualité, et il y a des instances pour le faire. Et vous constatez quand même que peut-être du fait de cette restriction, mais il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Les travailleurs font des déclarations de presse, mais on ne les écoute pas. On estime que c'est le gouvernement donc, qui conduit la politique publique. Et à partir de ce moment-là, telle chose s'impose. Vous avez suivi, par exemple, notamment pour la gestion de la pandémie Covid-19, les travailleurs, les syndicats ont dit non, nous pensons que telle option est la meilleure. Ils n'ont pas été écoutés. Et de plus en plus, on remarque qu'on avance et puis bon, ils font d'autres déclarations. Et puis donc désormais, c'est des déclarations de presse et puis le gouvernement avance. Vous savez, le gouvernement a pour mission la sauvegarde de l'intérêt général et de l'ordre public. Et au moment de prendre des décisions importantes qui engagent l'État, qui engagent les citoyens, qui engagent la vie de notre nation, les gouvernants doivent toujours se mettre au-dessus de la mêlée. Vous le dites ici, quand vous voyez toutes les critiques qui ont été faites par le confinement dans les pays occidentaux, où on pense que le fait d'en arriver au confinement pour le Covid, c'est la négation même, c'est le manque de respect, c'est la violation même du droit individuel qui est reconnu à chaque citoyen. Pourtant, ça n'a pas empêché le confinement. Et vous avez vu les retombées positives dès lors que les gens sont... À un moment donné, on ne peut plus, les gouvernements sont contraints de faire des choix, même si cela déplaît à certaines corporations, pour sauvegarder l'intérêt public et pour sauvegarder le fonctionnement des institutions. Donc il faut prendre les lois et restreindre donc les libertés, et puis après dire bon voilà quoi, le chien aboie, la cavane passe, c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Monsieur le journaliste, vous êtes d'une subtilité d'esprit qui est vraiment, qui me surprend, mais c'est bien. Vous voulez toujours m'emmener à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Moi, c'est vrai, vous êtes dans votre rôle. Il ne m'appartient pas de critiquer les décisions qui sont prises par les gouvernants, de quelque pays que ce soit. Il m'appartient de vous dire, de vous exposer ma vue sur les questions, de vous dire que c'est vrai, j'en conviens, à un moment donné, on peut avoir le sentiment que les gouvernants empiètent sur les libertés. Mais à un moment donné, on doit quand même se convaincre à l'idée que le gouvernement est là pour l'intérêt général et non pour des intérêts claniques liés à telle ou telle corporation. Donc ce qui est à souhaiter, c'est que l'équilibre se fasse dans les restrictions des libertés et la liberté laissée aux citoyens de s'exprimer sur la gouvernance de la cité. Alors, c'est vrai que vous êtes resté dans une posture technique jusque-là, mais on va parler un peu du bilan du président Patrice Talon, et vous allez vous détacher un peu de votre manteau d'homme de droit, de technicien et tout, et de nous dire concrètement, en tant que citoyen, ce que vous retenez donc de ces 4 ans ou de ces 5 ans de gestion du président Patrice Talon. Bien. Donc, vous avez mis les balises. Vous avez mis les balises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et qui n'a pas été dit? Vous êtes citoyen béninois, vous avez vécu dans le pays. Vous
Vous savez, j'ai toujours une dose, j'ai toujours un côté optimiste pour voir les choses. Vous me demandez de parler en tant que citoyen. Que l'on aime le président Patrice Talon ou pas, je crois qu'aujourd'hui, quand on doit faire son bilan, il y a eu des faits majeurs. Il y a eu des actes majeurs. Il y a eu des faits marquants de sa gouvernance. C'est vrai, l'État, c'est une continuité. Des choses avaient été faites, des sentiers ont été ouverts. Donc, il est venu avec sa personnalité, avec son charisme, les parfaire. La perfection n'est pas de ce monde. Aucun dirigeant, quel qu'il soit dans le monde, ne fait jamais l'unanimité par rapport à la gestion de ses concitoyens. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, des actions ont été faites. Il y a eu beaucoup de choses qui ont impacté, tant au niveau de la corruption, tant au niveau des infrastructures, tant au niveau de la rigueur de la gestion des affaires de la cité. Et je pense que ça, c'est à l'actif du président Patrice Talon. Mais pour autant, c'est vrai, tout n'est pas encore parfait. D'accord ? Et lui-même, si vous avez pu bien l'observer, dans les différentes tournées qu'il est en train de faire, il a vu qu'il y a encore des choses à faire. Et quels sont les éléments qui vous ont véritablement marqué au cours de sa gouvernance? Alors, par exemple, la réforme du système partisan, la réforme au niveau du système judiciaire, où le postulat de cette réforme, c'est de rapprocher la justice beaucoup plus des justiciables, hein, la création du tribunal de commerce, et puis les infrastructures, les réalisations qui sautent à l'œil nu, qui donnent une certaine visibilité aujourd'hui et une image prospère de notre nation au plan national. Vous êtes professeur, oui, par ailleurs. Une éducation de pagaille, qu'est-ce que cela vous dit? Une éducation de pagaille. Qui produit des bavards. Alors, je sais pas dans quel contexte cela a été dit. Et quel était l'état d'âme du président de la République. Je pense... Vos collègues ont réagi. Donc, Oui, donc à partir de l'instant où il y a eu une réaction, je pense qu'elle se suffit par elle-même. Vous êtes avec nous ce matin. Vous me mettez vraiment dans un embarras. Je ne peux pas me permettre d'apporter une opinion sur cette tribune-là. Mais votre analyse personnelle, le président dit que le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas donc de produire des éléments prêts à mettre sur le marché de l'emploi. Enfin, je pense que c'est en cela qu'il parle donc d'un système éducatif qui produit donc des bavards, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas techniquement prêts, voilà, à aller sur le marché donc de l'emploi. Vous avez des analyses qui m'enchantent. Vous avez replacé les choses dans leur contexte. C'est vrai que nous avons tous déploré le système éducatif tel qu'il a toujours fonctionné. D'accord ? Et c'est peut-être ça qui l'a emmené à dire en conclusion, on forme des personnes, on forme des gens qui ont du mal à être insérés, à être regorgés par le tissu social. Je pense qu'au-delà de ça, le système éducatif doit être repensé pour une meilleure prise en charge des apprenants lorsqu'ils quittent les universités, qu'ils transitent vers le monde de l'emploi. Et ça, c'est une politique que le gouvernement doit mettre en place. Et la question qui suit ici immédiatement, c'est que c'est en fin de mandat qu'on constate finalement qu'effectivement, on avait une éducation de bavardage. Qu'est-ce qui a été fait pour corriger véritablement le tir pendant plus de 4 ans de gestion du pouvoir d'État? C'est ça la question fondamentale. Oui, la question elle est fondamentale, d'autant plus que, en fait, elle ne participe pas de la gouvernance du président Talon. C'est une question qui a toujours taraudé les différents corps de métier. On forme des apprenants, ils se retrouvent à la maison, à la charge de leurs parents. Il n'y a pas des entreprises qui les absorbent. C'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais je pense qu'à partir de l'instant où le président de la République en a pris conscience et qu'il a mis le doigt dessus, il est à souhaiter que pour les prochaines années, des actions hardies soient mises en place pour apporter un début de solution
quelle que soit la personne qui sera à la tête de ce pays. Il y a cette réforme qui a fait également des mécontents dans votre rang à l'université. Le gouvernement décide désormais, au niveau donc des facultés, des départements, au niveau de la gestion donc de ces facultés. Avant, on parlait donc d'élection au sein donc des professeurs, ceux qui remplissaient donc les conditions. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est le gouvernement qui désigne. Non. Un processus de nomination. Oui, de nomination. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette... je crois que ça doit être... Je crois que c'est une mesure transitoire. On ne va pas rester dans la pérennité. J'ose l'espérer. Puisque nous avons de tout temps choisi ceux qui doivent nous diriger au niveau de nos départements. C'est vrai que ça n'a pas toujours bien fonctionné dans certaines entités. Vous savez, il y a toujours des dysfonctionnements. Est-ce que c'est sur cette base-là que le gouvernement a voulu provisoirement siffler la fin de la récréation? Je ne suis pas dans l'économie de ce qui a motivé le gouvernement à prendre ces décisions. Mais si le gouvernement a pris ces décisions, c'est que forcément le gouvernement avait ses raisons. Ce qui est à espérer, c'est que nous revenons au système qui a toujours prévalu dans nos universités, à savoir avoir des responsables que nous-mêmes, nous avons librement choisis et en qui nous faisons confiance. Voilà. Alors, si vous devez relever certains éléments ou des insuffisances à la gestion au cours de ces 4 dernières années, est-ce que vous avez des choses que vous pensez qu'on peut corriger? Ou tout a été parfait au cours de la gestion du président Patrice Talon? Non, je vous ai dit que la perfection n'est pas de ce monde. Et si il vous donnait l'occasion de... Voilà, la perfection n'est pas de ce monde. Et je crois que en termes de souhaits, je ne parlerai pas d'insuffisance. Des efforts ont été faits. Bon, certainement qu'il y a d'autres actions qui sont en chantier qu'il faudrait continuer de poursuivre. Notamment sur le plan de l'emploi des jeunes, sur le tissu social, à trouver des mécanismes pour appuyer les personnes qui sont en difficulté, les personnes miséreuses, la prise en charge des personnes qui sont atteintes de pathologies très graves et qui n'ont pas les moyens de se soigner et qui se laissent mourir, qu'on prenne en compte que nos gouvernements prennent en compte l'aspiration des couches les plus vulnérables et des personnes qui sont véritablement en difficulté. Donc, sur le social, la dynamique qui a été impulsée, la renforcer davantage sur l'octroi des microcrédits pour permettre aux gens de se sentir bien dans leur pays et de vivre en toute dignité, puisque c'est la dignité qui fait l'homme. Voilà. Alors, à présent, nous allons parler de vous, c'est-à-dire au-delà donc de votre manteau d'acteur politique, de votre manteau d'enseignant à l'université. On va beaucoup plus permettre aux internautes donc de vous connaître dans votre vie active. Okay. Alors, sur le plan de la famille, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de votre fille? Que le professeur Zanou, au-delà du personnage public que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de lui, qu'est-ce qu'il fait, au-delà du technicien, d'acteur politique, qu'est-ce qu'on peut savoir? Au-delà de ça, bon, je préside, je suis dans le milieu associatif aussi, je préside une association franco-béninoise de lutte contre le cancer. Vous savez, le cancer, c'est une maladie qui évolue en sourdine et que l'on découvre malheureusement à une époque très tardive. Je préside cette association. C'est en raison du Covid cette année que nous n'avions pas fait des actions d'envergure et que nous avions travaillé avec France 24 sur la sensibilisation via les réseaux sociaux. Sinon, chaque année, dans le cadre de cette association, on organise des séances en appui avec des partenaires, l'OMS et des personnes de bonne volonté. On organise des séances gratuites de dépistage des différents types de cancers, que ce soit le cancer de la prostate, que ce soit le cancer du col de l'utérus ou que ce soit le cancer du sein. Donc, dans le domaine associatif, c'est un peu ce que je fais. Dans le domaine culturel, quel rythme vous aimez beaucoup plus? Sur quel rythme vous dansez beaucoup plus? Dans le domaine culturel, je suis très attaché au rythme traditionnel.
J'apprécie bien Alec Pirahou. Hein, je dis que c'est un intellectuel communautaire. Quand il chante, on a du plaisir à l'entendre. Bema Omele aussi, que j'aime bien dans les chansons. Et puis voilà. Il y a une chanson que vous aimez très bien, que vous aimeriez fredonner pour nous permettre... Bon, honnêtement, je ne me suis pas préparé à ça. Je ne me suis pas préparé à ça. Mais ce sont des chants donc, que j'apprécie. Alevi, tout ça. J'aimais bien aussi... comment ça s'appelle Alokpon et les Akpovi Athanase qui ont véritablement dans notre ère culturelle impacté de par leur composition. Et voilà. Quand on prend la musique moderne, parce qu'apparemment vous restez très attaché à non, pas que je suis un salsero, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique afro-cubaine. Et puis, pendant que j'étais au collège, hein, j'appartiens à un groupe de musique, hein, et puis je chante à mes heures perdues. Et aujourd'hui, quand j'ai l'opportunité de rencontrer les anciens musiciens de mon groupe, ceux qui m'ont connu, il m'arrive facilement d'enlever mon manteau de cadre, de professeur, pour interpréter des airs de musique. Hein. Voilà, c'est ça. En matière d'art culinaire, quel est le repas que vous aimez manger le plus à la maison, et en tout cas en famille? Oui, ce que j'aime bien les légumes. J'aime bien les légumes avec bon, je suis beaucoup plus sur les plats traditionnels. Bon, c'est vrai qu'en Europe, on a toujours mangé les plats européens. J'aime bien les légumes, j'aime bien les empilés, et voilà. Alors, les enfants ont tous au pays, ils veulent également être des acteurs politiques, des enseignants comme vous. Ils font quoi? Bon, des enfants, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai 2 enfants. Il y a un qui a choisi de faire le droit comme son père. Je n'ai rien dit, il a voulu le faire. Donc, et puis, il y a ma fille qui fait aussi son cheminement. Voilà. Donc, des enseignants, tous des enseignants, donc dans quelques années sans doute? Probablement, oui. Probablement. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à la politique parmi les deux? Non, pas du tout. Mais pourquoi? Est-ce que vous les avez déconseillés? Non, je n'ai rien dit. Bon, vous savez, les enfants d'aujourd'hui, ils font comme on leur semble. Ils ont peut-être leurs activités ludiques, ils ont leurs préférences. Et bon, pas forcément, ils n'ont pas... En dehors du Bénin, que vous connaissez, qui est votre pays d'origine, est-ce que vous avez d'autres pays que vous avez beaucoup voyagé sans doute? Oui. Est-ce qu'il y a un pays qui vous affectionne également? Si vous devez, au-delà du Bénin, choisir un pays qui vous affectionne bien, ça serait lequel? Non, bon, c'est vrai que en dehors du Bénin, j'ai fait pratiquement toutes mes études jusqu'à la soutenance des doctorants en France. Donc, où j'ai quand même beaucoup plus d'attaches, où je vais souvent et j'apprécie bien en dehors des autres pays de l'Europe, où je vais aussi souvent à Vienne, en Autriche, où je m'intéresse de plus en plus au droit nucléaire avec l'Agence de l'énergie atomique. Voilà. Donc, entre autres, c'est mes passions. Alors, vous avez beaucoup vécu en France. Qu'est-ce que vous avez trouvé en tout cas, que le Bénin peut aujourd'hui recopier un peu par rapport, je ne sais pas si c'est la santé ou l'éducation ou en matière politique. Qu'est-ce que vous avez trouvé en termes de... La santé, un système de prise en charge. Je crois que ça a commencé avec l'Arche, que ça se poursuive. Les infrastructures routières, ça a commencé. Et c'est surtout les transports en commun. C'est très, très, très important que l'État envisage la possibilité de doter les villes de transports en commun. Aujourd'hui, pour circuler dans les villes européennes, vous n'avez même plus besoin de votre voiture. Vous avez la possibilité d'avoir le métro, d'avoir le tram, d'avoir le train, pour relier facilement Paris, Aix-en-Provence, Aix-Marseille, en 4 heures de temps. Et c'est pourtant des extrémités qui ne sont pas négligeables. Donc je pense que ce développement, on doit mettre l'accent sur les infrastructures routières. Ça a commencé, il faut persévérer dans ça. Et bien évidemment, tout ce qui participe des transports en commun. Voilà.
Vous êtes cadre de haut niveau, intellectuel bien bâti. Est-ce qu'il vous arrive de rester, d'aller au village chez vous, de rester en famille, j'ai dit de parler de chez vous. Est-ce qu'il vous arrive de prendre de faire un tel retrait? Ah oui, c'est très très important. On ne peut pas se cantonner à la ville. Vous savez, moi je suis né à Dion, j'ai grandi à Dion, c'est dans l'Ouémé, donc de temps en temps, il me plaît d'aller revoir un peu ce village qui a connu mon enfance. À l'époque, on avait des marigots, on avait des seaux, on allait prendre de l'eau dans ces marigots-là. Ce sont des instants, des plaisirs que j'aime vivre. J'aime bien me rendre aussi à Boïcon, à Boumé et à Tori, des endroits où on peut retrouver le calme, la sérénité de la vie, sous un arbre, dans un endroit bien reculé, à échanger, à discuter avec les gens qui n'ont pas votre niveau, qui n'ont pas votre culture. J'aime bien cette simplicité-là. J'aime bien cette simplicité. Alors, si vous devez, peut-être dans 100 ans, rejoindre Dieu, rejoindre Dieu, comment vous souhaitez qu'il vous accueille? Les bras ouverts. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, même si tout n'a pas été parfait, j'ai la crainte de Dieu et je m'emploie à me conformer à ses exigences. Voilà. Un acteur politique qui vous inspire? Au plan international. National ou international? Un acteur politique, oui, un acteur politique qui m'a, enfin, je dirais, qui m'a beaucoup séduit de par sa gouvernance, c'est Obama. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Dans un pays comme les États-Unis, il aura marqué la couche noire, la couche afro-américaine, avec toutes les réformes hardies et courageuses et faciliter la vie aux Africains. Il est resté dans une certaine simplicité et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu un deuxième mandat. Et vous avez vu aussi le rôle qu'il a joué en tant que démocrate dans l'élection de Joe Biden. Professeur Macial, Tibus Zanou, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Alors, je vous remercie. Je remercie les dirigeants de la chaîne Bénin Web TV. J'ai souvent lu l'actualité. Vous êtes à l'aune de l'actualité. Vous informez. Et vous informez de façon objective. C'est ce que j'apprécie. Quand on vous lit, quand on vous écoute, il n'y a pas de prise de parti, que ce soit pour l'une ou l'autre partie. Vos analyses sont très objectives. Et j'ai pu noter aussi que vous avez une très très grande audience. Vous êtes très suivi dans tout le monde entier. Et je trouve que vous êtes de talentueux journalistes. Merci. Vous m'avez poussé, vous avez tenté de me pousser jusqu'au dernier retranchement. Même si je suis resté très subtil. Oui, vous avez résisté. J'ai résisté. Alors donc, j'apprécie ça. Je vous souhaite, vous avez de l'avenir. Je vous apprécie beaucoup, j'ai du grand respect pour vous. Je souhaite que vous soyez identifiés, parce que chacun doit aspirer au meilleur. Que d'ici là, que la vie vous propulse pour des cieux ou des postes de responsabilité ou un journalisme de spécialité intervenant sur les questions d'ordre national ou international, dans une spécificité, dans un domaine bien déterminé. Je vous souhaite que de la réussite. Merci, et un plein épanouissement dans votre profession, dans votre être et au plan personnel. Merci. Voilà. Et merci de m'avoir invité. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous, professeur Macial Tibus Zanou. Nous avons fait le tour de l'actualité sociopolitique. Il a été notamment question des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a également abordé le bilan du président Patrice Talon. Merci d'avoir été là et à la prochaine.